L'échiquier international, soyez les bienvenus. Dans quelques semaines, cela va faire une année que Donald Trump aura pris ses fonctions en tant que 47e président des États-Unis, première puissance mondiale. Depuis, pas un jour ne passe sans que ce président ne fasse parler de lui, une stratégie de communication efficace qui consiste à saturer l'espace médiatique et ce, dans bon nombre de dossiers. Pas une édition d'information mondiale ne se déroule sans qu'on parle du dirigeant américain. Et nous, ce soir, nous ne dérangerons pas la règle, mais pour mieux analyser cette Amérique de Trump et surtout cette diplomatie offensive, à la fois une matinée de négociations sous pression pour l'interlocuteur. États-Unis d'Amérique, empire sur le déclin, un empire qui impose l'ordre mondial ou empire qui cache justement son déclin avec une communication à outrance. On en parle, à tout de suite. Donald Trump, un président qui fait tellement parler de lui, pas un jour ne passe sans qu'une déclaration, une critique, une politique inédite, parfois ne soit scrutée par les analystes du monde entier. De quoi Trump est-il le nom et surtout, où en est l'Amérique réellement? Pour en parler, nous recevons Milou Chinoufi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur des relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, c'est vrai, Milou Chinoufi, vous êtes au Canada, on sait qu'actuellement, il y a des taux de douane avec le pays voisin, pourtant jugé proche des États-Unis d'Amérique, et on voit même avec son voisin proche, Trump et l'Amérique, continuer avec une offensive commerciale en laissant la porte ouverte aux négociations. En fait, si effectivement, comme vous le dites, les relations avec un allié aussi proche que le Canada, qui a toujours été proche des États-Unis, sauf quelques exceptions, par exemple l'invasion de l'Irak dans laquelle le Canada n'a pas participé, mais de façon générale, ce sont deux partenaires très très proches et l'essentiel de la prospérité qui provient des exportations canadiennes sont dues au marché américain. Notamment le bois. Exactement, mais pas uniquement. C'est très vaste ce que représente le marché américain dans les exportations canadiennes. Eh bien, si dans ce cas précis, les Américains sont aussi agressifs, c'est qu'il existe une philosophie qui est assez différente de ce que a été la politique américaine, disons, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir. Et ce changement, c'est un changement, encore une fois, de philosophie qui consiste à dire que dans les rapports économiques, il n'existe pas de gagnant-gagnant. Les rapports économiques sont un jeu à somme nulle dans lequel ce que gagne l'autre est nécessairement perdu par soi et ce que soi gagne est nécessairement perdu par l'autre. Et par conséquent, ils ne peuvent concevoir une relation même avec une économie aussi proche que l'économie canadienne qu'à travers ce calcul très étroit. Comme par ailleurs, vous avez entre les deux pays une asymétrie de pouvoir qui est assez, de puissance, qui est assez considérable, eh bien, dans l'esprit d'un homme comme Trump, eh bien, on peut utiliser ce poids de puissance supplémentaire pour obtenir encore plus de concessions de la part des Canadiens, et c'est exactement l'enjeu des négociations entre les deux pays. Alors au-delà, Milou Chinoufi, les relations internationales suivent généralement un schéma académique classique. C'est vrai qu'il y a une dialectique de puissance, comme vous venez de l'expliquer, ou de commerce. Mais c'est vrai que le facteur Trump détonne, intrigue, parfois suscite la crainte. Bon, le Canada, c'est vrai que c'est un pays, c'est une puissance, mais avec des pays de moindre puissance, ça peut aussi poser problème pour le pays en question. Comment vous situez-vous Trump dans l'histoire américaine? C'est une excellente question, je vais vous dire pourquoi. D'abord, vous serez peut-être étonné de savoir que Donald Trump n'a rien inventé. En fait, cette vision nationaliste, entre guillemets, de l'économie, c'est à peu près la vision qui existait au XVIIe siècle, à la naissance de l'État territorial moderne en Europe. Et on appelait cette doctrine à l'époque le mercantilisme, qui est fondée sur cette idée selon laquelle le commerce international est un jeu à somme nulle. Et par conséquent, c'est toujours la puissance militaire qui doit faire ou qui doit servir les intérêts économiques, et par conséquent, il faut être toujours le plus puissant militairement et imposer sa volonté aux autres de telle sorte que les échanges économiques
nous bénéficie. C'est véritablement la doctrine mercantiliste. Or, le monde moderne s'est construit contre cette logique-là à partir du moment où, à partir du XVIIIe siècle, on a commencé à penser que, au contraire, dans les échanges économiques, on peut avoir, disons, un jeu à son positive où tous les acteurs étatiques qui participent à l'échange commercial vont en bénéficier, peut-être pas de la même manière, mais vont toujours en bénéficier. Et c'est à peu près de Westphalie, par exemple. C'est en fait la deuxième phase après Westphalie, ça a été ça. Hein, okay. Et pendant des siècles, on a essayé d'approfondir cette logique-là. Il y a eu un ralentissement à cause de la guerre froide au XXe siècle, mais l'idée de cette libéralisation mondiale, de cette globalisation dans laquelle tout le monde peut profiter, s'est approfondie décennie après décennie, siècle après siècle. Maintenant, suivez-moi bien. Dans cette logique-là, l'idée implicite est que l'Occident en sortait toujours le plus gagnant. Il se trouve cependant que depuis la fin de la guerre froide, vous avez d'autres acteurs ailleurs dans le monde qui en ont profité. Au départ, ça a été le Japon, ensuite les tigres asiatiques, et ensuite, aujourd'hui, la Chine, qui, en s'intégrant à ce système-là, a réussi à devenir une puissance mondiale de premier ordre. Et c'est ce qui a poussé beaucoup de gens en Occident, pas uniquement Trump, à penser que peut-être ce système d'économie ouverte, de libre-échange, etc., n'était pas si bénéfique pour eux. Et ce que cherche à faire Trump en revenant à la logique mercantiliste, c'est de remettre de l'avant la puissance militaire pour changer la tendance qui s'est dégagée de la mondialisation d'il y a 20 ans, qui a permis à la Chine de devenir ce qu'elle est. C'est Clausewitz, le célèbre stratège prussien, qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce qu'on en est là par rapport à Trump? Le mot guerre ou le mot offensive ou la pression n'est jamais éloigné quand il propose une négociation, et ce quel que soit le pays. En fait, dans l'esprit de Clausewitz, son fameux adage, il cherchait à travers ça à limiter la guerre, parce qu'il disait qu'il faut que la politique prime, et il avait dans l'esprit l'Europe du 19e siècle, et cette Europe du 19e siècle essayait de maintenir sa stabilité à travers la diplomatie et à travers les échanges économiques, et cette politique-là voulait empêcher également la construction d'un empire en Europe, et par conséquent, la guerre, qui est la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est celle qui permet la poursuite donc de l'ouverture économique et d'empêcher par ailleurs la construction d'un empire. Ce à quoi nous assistons avec Trump, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est de mettre de l'avant la menace de la guerre pour faire avancer une politique complètement différente comparée à celle que Clausewitz avait en tête, c'est-à-dire une guerre d'influence, de domination qui ouvrirait la voie à un surcroît d'exploitation politique économique du monde. Des débouchés économiques. Mais que révèle cette société américaine qui a voté pour Trump? C'est vrai que cette mondialisation a fait beaucoup de sacrifiés. On a vu des villes aux États-Unis comme Détroit, comme Baltimore, une désindustrialisation à outrance, des populations entières qui ne figuraient pas dans les statistiques des sacrifiés. On avait l'impression qu'on les avait oubliés, et on a l'impression qu'ils reviennent avec l'élection de Trump, tous ces blancs, même des noirs, hein, des mythes de la société Midwest américaine qui ont été sacrifiés. Et on a l'impression que Trump leur rend d'une certaine manière hommage en les remettant au devant de la scène. En fait, si vous suivez son élection de 2016, vous allez voir que les deux États qui lui ont permis de battre Hillary Clinton, c'était le Wisconsin et le Michigan. Ce sont deux États qui étaient connus pour être le centre industriel classique des États-Unis, que les Américains appellent désormais la ceinture rouillée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'usines. Ce qui reste là-bas est tout à fait rouillé. Pourquoi? Parce que durant les décennies de mondialisation, eh bien, ces usines-là ont été délocalisées principalement en Asie, dont a bénéficié notamment la Chine. Quel était le calcul à l'époque?
Le calcul à l'époque était de dire que nous allons délocaliser les industries à fort contenu de main-d'œuvre parce que les Chinois sont disciplinés, sont bien formés, et ils seront toujours juste des ouvriers. Et nous allons garder les industries à fort contenu de savoir, c'est-à-dire les nouvelles technologies et les technologies de pointe. Et les Américains, puisque eux sont plus intelligents que les Chinois, vont trouver leur nouvelle prospérité dans ces domaines-là. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit parce que, effectivement, les nouvelles technologies n'ont pas réussi à absorber les millions de gens qui ont été jetés dans la pauvreté à cause de la mondialisation aux États-Unis, et les Chinois se sont avérés beaucoup plus intelligents que l'hypothèse qui avait été faite par les Américains, puisqu'ils se sont lancés après avoir donc construit une base industrielle dans la recherche scientifique, dans les nouvelles technologies. Donc non seulement ils sont capables d'être compétitifs dans les industries traditionnelles, mais ils le sont également dans les technologies nouvelles. Juste pour terminer très rapidement, dans les années 90, si vous vous rappelez, il y avait le fameux mouvement altermondialiste qui disait il faut faire très attention. Ce calcul est faux parce que il est en train de créer des déshérités. Notamment aux États-Unis et en Europe. Bien sûr, le mouvement intermondialiste critiquait également cette même mise néolibérale sur le tiers-monde à travers le FMI et la Banque mondiale, mais personne ne les écoutait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient plutôt classés à gauche. La colère contre laquelle mettait en garde le mouvement altermondialiste a été récupérée par la suite par ce qu'on appelle l'alter-droite, qui, elle, a trouvé dans Trump un porte-parole et un leader. Et c'est la raison pour laquelle cet homme a été élu 2 fois. Mais même pas que Trump, hein. On voit par exemple Bolsonaro au Brésil, on voit le Brexit en Angleterre, on voit aussi certains mouvements en Europe qui s'inscrivent aussi dans ce protectionnisme économique en donnant peut-être la voix à certains déshérités, comme vous les appelez, il y a un instant. Alors, on aurait pu intituler, Meilou Chinofi, notre émission « Qui êtes-vous donc, Monsieur Trump ?» ou encore une plongée dans les coulisses de Washington, puisque cette semaine, un article, on en parlait juste avant l'émission, un article de Vanity Fair, repris par le New York Times, qui a publié les confidences de Suzy Wiles, des confidences qui ont secoué tout Washington, mais pas que, bien au-delà, parce que Suzy Wiles, c'est la chef de cabinet de Trump, qui a contribué grandement à l'élection de Trump. Elle est là globalement pour qu'on ne répète pas les erreurs du premier mandat, certaines phrases, certaines désobéissances, parfois des dysfonctionnements. Enfin, elle est là c'est un garde-fou, hein, pour le dire les choses rapidement. Elle est là pour canaliser Trump. Sauf que pour la première fois, c'est elle qui parle, elle qui était si discrète, elle parle. Et ce qu'elle dit des coulisses trumpiennes n'est pas joli. Vous avez dû voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le château Trump qui est en train de trembler. Comment ça se fait que on a appris pas mal de choses sur les figures du Trumpisme et du cercle trumpien. C'est pas joli comme l'a dit Suzy Wiles. C'est très difficile à dire quelles étaient les motivations de cette dame, d'autant plus que généralement un ou une chef de cabinet, c'est très discret. Et ça ne parle pas aux médias, en tout cas pas pendant qu'ils ou elles sont en fonction. Or, ce à quoi nous assistons ici, ce sont des confidences assez candides, apparemment, sur le fonctionnement interne de l'administration américaine, mais surtout de Trump. Et je crois que l'utilisation du terme « personnalité alcoolique » pour parler du président était pour le moins un acte audacieux. Mais elle voulait en fait juste dire qu'il s'agissait d'une personnalité forte. Elle comparait ça à son père qui avait une personnalité forte mais qui était aussi alcoolique. Et donc ce qu'elle nous explique, c'est tout simplement que son rôle, c'est aussi de permettre au président de faire ce qu'il veut, mais qu'il le fasse un peu dans l'ordre et qu'il s'éloigne des querelles personnelles. En fait, le point principal de ces confidences à Vanity Fair, ça a été justement de dire que elle a voulu l'éloigner un peu des querelles personnelles. Et vous savez que le président Trump a tendance à confondre son rôle avec le rôle qu'il avait eu auparavant dans la télé-réalité. La télé-réalité est fondée
sur les luttes de personnalité. Alors, les sorties de Suzy Wiles ont été reprises par l'intervieweur, écrivain Chris Weppel. Personne n'y croyait, parce que quand on avait lu ça, on se disait c'est pas possible, parce qu'elle elle est pas nouvelle dans la place politique. Elle est là depuis Reagan, elle avait 23 ans à l'époque, elle était là, la secondée, elle accompagnait Bush père aussi pour les présidentielles, et elle était là pour Trump, deuxième mandat. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit rapidement? Alors, Trump aurait eu un comportement alcoolique, puisqu'il a l'idée que rien ne lui est interdit, mais j'ai l'habitude, car mon père était un alcoolique, son père qui était un ancien commentateur sportif bien connu. Elon Musk était dopé à la kétamine et devait avoir un bureau non loin de Trump. C'est elle qui tape du poing sur la table pour l'éloigner dans le flanc ouest, c'est-à-dire un flanc ouest de la Maison-Blanche où il y a très peu où les décisionnaires ne le fréquentent pas trop. Russell Voigt, directeur du bureau de la gestion du budget, un grand fanatique de droite. J.D. Vance, le vice-président et complotiste depuis 10 ans, qui a rejoint Trump par opportunisme. Marco Rubio, le secrétaire d'État, souhaite un changement de régime au Venezuela. La procureure générale Pam Bondi, critiquée pour sa gestion douteuse du dossier Epstein. Le nom de Trump figure d'ailleurs dans le dossier Epstein, c'est elle qui le révèle, c'est toujours un. Alors quand l'article de Vanity Fair sort, c'est un article qui secoue non seulement Washington, on se demande si on prépare pas le mid-term, c'est-à-dire les élections de mi-mandat. Enfin, si c'est ça l'objectif, je ne crois pas que ce soit la meilleure tactique. Judicieux. Absolument pas, parce que là, on fait sortir ce qu'on appelle communément la cuisine interne et la mettre sur la place publique. Peut-être pour éloigner des figures qui seraient nocives pour Trump lui-même. Peut-être, là aussi on ne peut que spéculer, mais même si c'était le cas, ce n'est vraiment pas judicieux de le faire de cette manière-là, parce qu'en face, vous avez des adversaires. Et les adversaires vont certainement s'emparer de ces déclarations pour attaquer les républicains et attaquer Trump lui-même. Mais bon, vous savez, il y a beaucoup de vérité dans ce qui a été révélé, et surtout des secrets de polichinelle, parce que tout le monde savait pour Musk, tout le monde sait que Marco Rubio est un néoconservateur qui est intéressé dans des campagnes de changement de régime un peu partout où il peut le faire. Mais le dire en place publique... Voilà, c'est ça qui est problématique. Et totalement incompréhensible de la part d'une chef de cabinet. Donc, moi, quand j'ai pris connaissance de ces interviews et de ces articles-là, je me suis dit, est-ce que les heures de cette dame-là ne sont pas comptées en tant que chef de cabinet? Mais je ne sais pas, je n'ai absolument aucune information en la matière, mais c'est clair que ce n'est pas de coutume qu'on procède de cette manière-là. C'est au contraire un travail très discret qui doit se faire derrière les portes closes pour, au fond, protéger le président ou le ministre ou le responsable dont on est le chef de cabinet. Mais certainement pas aller déballer comme ça sur la place publique de telles informations, avec autant de légèreté d'ailleurs. C'est pas coutumier quand on connaît la réputation de la personne en question, donc Suzy Wiles. Autre chose, Milou Chinoufi, Trump et l'international, l'Europe, on se demande si le divorce n'est pas acté, voire assumé avec Washington sur fond de guerre en Ukraine, étant donné que le 4 décembre dernier, la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine a été publiée. On en a un tout petit peu parlé, mais pas assez, je pense. On y lit tout simplement une volonté de rupture avec l'Europe si l'Europe continue sur cette trajectoire, puisqu'on on juge que l'Europe est trop immigrationniste et c'est le document qui le présente ainsi. Si l'Europe continue à capter l'immigration internationale, on risque de changer la population européenne elle-même de souche en devenant peut-être plus métissée, et on parle ouvertement d'une alliance avec les partis politiquement marqués à droite. C'est une ingérence déjà washingtonienne dans la politique européenne. Bon, ça, c'était de coutume, c'était connu. Mais la teneur du document, est-ce que elle vous surprend? En fait, pas du tout. Si on sait quelle est la philosophie derrière ce document-là, et que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est la logique mercantiliste qui est reprise là aussi. On n'a pas de partenaire, nous n'avons pas d'alliance
permanente. Tout ce que nous avons, c'est une puissance, et grâce à cette puissance-là, nous allons imposer notre volonté, y compris à ceux qui se sont considérés jusqu'à tout récemment nos partenaires. Alors, deux choses à propos de ce document. La première, c'est très curieux que ce soit les États-Unis qui critiquent l'immigration ailleurs, à partir du moment où c'est un pays qui a été construit par l'immigration. Je vous donne juste un exemple, un exemple assez caricatural. Le chemin de fer américain au XVIIIe siècle a été construit par des Chinois. Donc l'immigration chinoise aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'elle est là. Et quand vous voyez même les mouvements de droite et d'extrême droite aux États-Unis, vous allez voir que le pédigré des gens, ils viennent d'un peu partout dans le monde, y compris d'Asie. Donc c'est beaucoup plus une idéologie qu'une réalité démographique. Maintenant, et c'est curieux que ça soit dit sur l'Europe, parce que l'Europe n'a jamais assumé son immigration, et c'est ça son véritable problème. L'immigration a reconstruit l'Europe après les deux désastres des deux guerres mondiales. Les industries européennes n'auraient jamais pu être reconstruites en France, en Allemagne et ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale sans l'immigration. Simplement, ils n'ont jamais assumé cette réalité-là. La deuxième des choses, et peut-être le point le plus important par rapport au document portant stratégie de sécurité ou de défense nationale, c'est qu'il y avait un accord implicite entre les Américains et les Européens depuis la Deuxième Guerre mondiale, à savoir que la protection, la sécurité internationale de l'Europe est entre les mains des États-Unis. Donc cela venait avec un coût supplémentaire pour les États-Unis. Vous voyez combien ils payent pour l'OTAN, par exemple. Mais ça venait aussi avec un avantage pour les Américains, c'est que la décision stratégique leur revient. La décision stratégique pour les Européens, ce sont les Américains qui décident. Maintenant, qu'est-ce que les Européens gagnaient de tout cela? Eh bien, vous savez, les Européens, depuis la chute de l'Empire romain, ils n'ont jamais réussi à établir une paix durable et une stabilité durable. Pourquoi? À cause des luttes entre les puissances européennes. Et comme ils ne voulaient pas d'empire en Europe, eh bien, il y a toujours eu des guerres. Après Westphalie, on a essayé d'imaginer un droit international, multilatéralisme, les nouvelles formes de diplomatie, l'interconnexion économique, etc. Mais ça n'a pas empêché ni la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la solution était que la décision stratégique doit échapper aux Européens pour que les Européens cessent de se faire la guerre. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Européens ont accepté, si vous voulez, l'autorité et le leadership, voire la domination américaine, parce qu'ils ont profité. Ils n'ont jamais été aussi longtemps en paix que grâce à ça. C'est pour ça qu'ils sont très nerveux du fait que les Américains essaient de se dégager, parce qu'en parallèle, comme vous le disiez tout à l'heure, les mouvements populistes, néofascistes, etc., prennent de plus en plus d'importance en Europe et ont les mêmes réflexes que celles des Européens au XIXe siècle, c'est-à-dire les Français qui vont considérer que les Allemands sont des ennemis, les Allemands vont considérer que les Anglais sont des ennemis, etc. Et on retombe dans les inerties européennes qui ont créé toute l'instabilité avant la Deuxième Guerre mondiale. Selon NBC News, le premier ministre sioniste Netanyahou prévoit de rencontrer Donald Trump fin décembre en Floride à Mar-a-Lago pour tenter de convaincre un autre bombardement sur Téhéran. En fait, l'idée de Netanyahou, lorsqu'il a accepté le cessez-le-feu, qui n'est pas réellement un cessez-le-feu quand on sait que les Palestiniens continuent de mourir tous les jours, que ce soit par les balles ou par la faim. Eh bien, l'idée de l'accepter, en même temps qu'il lui fallait rassurer la droite et l'extrême droite israélienne grâce auxquelles il gouverne, c'était de promettre que nous allons obtenir la libération des otages, mais nous allons interpréter le reste du plan de Trump de telle sorte à poursuivre la politique qui était la nôtre depuis toujours. Et donc, pour le moment, ce qu'il va essayer d'obtenir, c'est le désarmement de Hamas par la force et le retour à sa politique de toujours, c'est-à-dire l'hostilité dans la région, l'instabilité et les guerres qui lui permettent de se maintenir au pouvoir. Et il peut s'appuyer sur tout le réseau sioniste américain.
Merci beaucoup, Milou Tchnoufi, de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al29 News et on se retrouve demain, même heure et même endroit. D'ici là, portez-vous bien et à demain.